Bonjour, je m'appelle Catherine Bertrand, j'étais au Bataclan le 13 novembre 2015 et je vais vous expliquer ma reconstruction. Bonjour Catherine Bertrand, vous avez sorti ce livre il y a quelques jours, Chronique d'une survivante, qui est en fait une bande dessinée. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer comment ça s'est passé pour vous cette nuit-là ? Ça a été très compliqué à gérer parce que du coup j'étais au balcon et en fait je me suis pas rendu compte tout de suite de ce qui se passait. La sortie a été ultra compliquée parce que je suis sortie du côté Amelot, donc la petite rue, et là ça tirait, donc voilà, je suis sortie, je sais pas comment je suis restée en vie en fait. C'est toujours un peu un gros questionnement, mais voilà, je suis sortie. C'est une sorte de remède pour vous, ce livre. Oui, en fait, déjà rien que le fait de l'expliquer, de le mettre sur papier, déjà pour moi c'est un grand soulagement. C'est quelque chose que j'exprime, je le garde pas en moi, donc rien que ça pour moi c'est thérapeutique. J'ai commencé à dessiner un mois après, donc en décembre 2015. J'ai dessiné parce que j'arrivais pas à expliquer oralement ce que j'avais. Je me sentais mal, mais je savais pas pourquoi. Il y avait une distance qui commençait à se créer avec mes proches. Donc en fait, j'étais en train de découvrir les symptômes du stress post-traumatique. Vous n'avez pas été blessé physiquement pendant cette soirée. Quand vous êtes rentré chez vous le 13 novembre, après être sorti de cet enfer, vous aviez même l'impression d'aller plutôt bien. C'est ce que vous racontez. C'est vrai. J'étais dans une phase de déni, donc ça a commencé par une phase d'euphorie. Je suis sortie vivante, j'ai pas été blessée physique, je suis pas morte, j'ai aucune raison de me plaindre, donc j'étais youpi, c'est la vie, c'est super. Vous dites que vous avez appelé vos proches en disant la vie est belle, il faut en profiter. C'était n'importe quoi, j'étais dans un état complètement second. Ça a duré un petit peu jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait que je sois prise en charge parce qu'en fait, quand je suis sortie, il n'y avait pas le secours. Donc je suis rentrée directement chez moi. J'ai pas été prise en charge ce soir-là. Vous n'avez pas vu de pompier, pas de médecin, pas de psy, évidemment, le premier soir ? Personne. Donc après, j'ai compris. Enfin, on m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille à l'hôpital. Je dis, ah bon, mais pourquoi ? Mais ok, j'y vais. Et en fait, c'est sur le chemin. Donc là, c'est sur le chemin, dans le métro, il y avait des travaux, il y avait des marteaux-piqueurs. Et j'ai fait une crise d'angoisse énorme et j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Les marteaux-piqueurs me rappelaient les tirs de Kalachnikov et j'avais les jambes coupées par la peur. Voilà, et c'est là que ça a commencé. Et vous racontez aussi la dégradation de vos relations avec vos proches, notamment vous parlez d'un manque d'empathie. Alors l'empathie, elle était très présente au début, parce que tout le monde était très choqué. Je me suis sentie quand même bien entourée, ça c'est pas un souci. C'est avec le temps. 3 ans après, les gens sont passés à autre chose. Et c'est un peu normal parce qu'ils n'ont pas été touchés par cet événement tragique directement. Et ils ne se rendent pas compte que pour nous, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et comme nous, on n'a pas de symptômes physiques, tout est dans la tête. C'est pour ça que je parle de blessures invisibles. C'est que pour eux, ça va, mais en fait, non, c'est toujours très très compliqué, même 3 ans après. Ça ne se voit pas physiquement, mais je suis aussi victime. Vous parlez aussi des voix que vous entendiez dans votre tête. Oui. Des hallucinations auditives. Tout à fait. Ça prenait quelle forme ? Alors ça a commencé par la radio. J'avais l'impression d'entendre une radio. Donc j'ai commencé à chercher chez moi. S'il y avait un truc allumé. J'avais l'impression de devenir folle. J'ai entendu des cloches d'église et des sirènes de pompiers aussi. Et ça s'est arrêté quand ? En fait, le problème, c'est que ça s'arrête et puis ça peut revenir ensuite. Donc ça s'est arrêté, effectivement, il y a plusieurs mois déjà. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, c'est revenu et c'est reparti. Enfin voilà, c'est pareil, les cauchemars, c'est par vagues. On ne sait pas quand est-ce que ça arrive, on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir. Alors, le fil rouge de votre BD, c'est votre boulet. Ouais. C'est la métaphore que vous utilisez. On vous voit, vous dessinez tout le temps accompagné de ce boulet qui vous accompagne. À la fin, on a ce dessin, vous écrivez « Et un jour, j'arriverai à envoyer bouler le boulet et à me libérer ». Est-ce que vous y êtes arrivé, déjà ? Non. Toujours pas ? Non. Il est toujours là ? Il est toujours là, mais il est tout petit. De plus en plus léger ? Alors, ça dépend des jours en fait. Il y a des jours où il est tout petit, donc ça veut dire que dans la journée, voilà, j'ai bien dormi, j'ai pas eu de cauchemar. Dans le métro, tout s'est très bien passé, j'ai pas fait de crise d'angoisse. Donc le boulet, voilà, le stress post-traumatique, on le voit pratiquement pas. Parfois, il suffit qu'il y ait
qu'il y ait une porte qui claque ou qu'il y a des marteaux-piqueurs ou qu'il y ait trop de monde dans le métro, que je me retrouve compressée, et ben là, c'est le drame. C'est crise d'angoisse et là, le boulet, il devient énorme. Quand vous regardez en arrière, les 3 dernières années, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retirez, on va dire, de positif de ces 3 ans? Ah, il y a beaucoup de choses positives, oui. Enfin, je me suis recentrée sur moi-même. Tout ce qui me fait du bien, je le garde. Tout ce qui me fait du mal ou ce qui me fait souffrir, je m'en éloigne. Vous perdez plus de temps avec ça? Voilà. C'est devenu très basique dans ma tête. Soit ça me plaît et je le fais, soit ça me plaît pas, je le fais pas. J'ai l'impression de profiter de la vie comme je l'entends, je me sens beaucoup plus libre. Donc là-dessus, c'est très positif, oui.